Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Des membres du gouvernement étaient face aux députés pour donner des réponses aux préoccupations des élus nationaux. Les véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso, le processus de transfert des compétences aux collectivités territoriales et le commerce illicite du tabac au Burkina Faso sont les principaux sujets abordés lors de cette plénière à l'Assemblée nationale. Les travaux de construction de la 10e mine industrielle du Burkina Faso ont été lancés hier à Boundougou, dans l'est du Burkina. La nouvelle mine d'or aura une durée de vie de 7 ans et son exploitation va apporter plus de 160 milliards de francs CFA au budget de l'État. Et puis, l'ONEA a promis la fin des coupures d'eau pour ce 1er avril 2017 avec l'achèvement des travaux de la phase 2 du projet Ziga 2. La promesse va-t-elle être tenue? Le directeur général de l'ONEA, Arba Jules Ouedraogo, est notre invité. Il nous dira plus davantage sur le sujet. Le forum État-secteur privé s'est achevé hier à Ouagadougou. Les réflexions étaient axées sur les modalités de participation du secteur privé à la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment la création d'une commission d'études et d'investigation sur le financement des projets du partenariat public-privé. Des détails avec Moussa Ouedraogo et Tanga Kafando. Après 2 jours d'intenses travaux, les forumistes sont parvenus à la conclusion que le secteur privé national est prêt à jouer sa partition dans les projets partenariat public-privé dans le cadre du PNDS, mais quelques réajustements sont à opérer. Des réajustements formulés sous forme de recommandations à l'endroit de l'État. Le premier point, c'est l'unité de pilotage des projets PPP. Recommander à ce qu'il y ait une porte d'entrée. Donc, c'est-à-dire créer une unité chargée de pilotage des projets PPP, logés soit à la primature ou à la présidence, qui permet que les investisseurs nationaux ou internationaux qui arrivent puissent s'adresser à cette unité-là de manière formelle. La recommandation que nous avons faite, c'est de quand même pouvoir baliser les différents types de projets. Et les catégoriser. Des recommandations qui auront une attention particulière selon le chef du gouvernement qui voit en ce forum un pas de plus vers la réalisation du PNDS. Je suis tout à fait satisfait. Je suis satisfait parce que les recommandations sont tout à fait pertinentes et touchent plusieurs dimensions. Il y a des dimensions institutionnelles, il y a des dimensions réglementaires, il y a également des dimensions fiscales et j'en passe. Et toutes ces recommandations sont complémentaires. Elles ont pour objet de permettre au Burkina Faso, sur la base des contributions qui ont été faites et également de l'expérience des pays amis dont le représentant était là, d'améliorer notre cadre institutionnel. Le forum État-secteur privé sur les partenariats publics-privés a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La rencontre a réuni plus de 180 acteurs de la chaîne des partenariats publics-privés venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Burkina. Elle a également enregistré la participation de l'UEMOA, de la CEDEAO et des partenaires techniques et financiers. Hier, à l'Assemblée nationale, des membres de l'exécutif ont apporté des réponses aux préoccupations orales des députés. Ces questions étaient relatives aux véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso, au processus de transfert des compétences aux collectivités territoriales et au commerce illicite de tabac au Burkina. Des précisions avec Nong Bakouda et Aimé Solange Guigma. Monsieur le ministre, l'ultimatum de 2 semaines que vous avez donné est largement dépassé depuis le 7 juin 2016. Où en sommes-nous avec l'affaire de ces 57 véhicules? C'est par cette question orale sans débat portée par le député Moussa Zerbo de l'UPC que les 85 députés votants ont débuté cette plénière à 4 questions orales, dont 2 avec débat.
Sur cette question, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a indiqué que sur les 53 véhicules au lieu de 57 sortis, 22 ont été retrouvés, dont 9 remis au camp CERES et 13 à la présidence. Les 31 autres véhicules sont toujours recherchés. Il nous est revenu qu'ils étaient gérés en poule. Cet état de fait ne permet pas de situer les responsabilités. Néanmoins, les recherches se poursuivant, nous nourrissons l'espoir de les retrouver. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lui, a fait le point sur le processus d'opérationnalisation du transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales et les innovations opérées dans ce cadre pour permettre aux maires d'exercer la plénitude de leur mission. La question du député Michel Badiara du groupe parlementaire Bourkindlim a suscité tant de débats au sein de l'hémicycle. Elle est relative à l'arrêté conjoint de 2015 portant institution d'un système d'authentification de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits de tabac dont la prise n'a pas impliqué le ministère de la Santé. Même si le ministère de la Santé n'est pas signataire de l'arrêté de 2015, il a bénéficié à terme d'un meilleur contrôle de la contrebande et donc d'une moindre présence sur le marché de produits contrefaits ou impropres à la consommation. De cette réponse ont découlé des interrogations sur les conséquences de cet arrêté sur la santé des populations et sur l'abandon de la loi sur les produits de grande importation. Pour plus d'éclaircissements sur ces questions, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a recommandé la mise en place d'une commission d'information auprès des ministères concernés. À noter que la 4e question orale relative à la problématique de l'accès des diplômés en droit aux professions de notaire et de huissier n'a pas trouvé réponse à cette plénière du fait de l'absence du ministre en charge de la justice. Elle sera la première mine d'or industrielle de la région de l'Est. Les travaux de construction de la mine de Boungou ont officiellement été lancés hier vendredi par le ministre des Mines et des Carrières. La production d'or de cette mine est estimée à 4 tonnes par an. Sa durée de vie est de 7 ans et son exploitation va apporter plus de 160 milliards de francs CFA au budget de l'État. Des détails avec Alassane Kendrebego et Clarisse Nikema. Le ministre des Mines et des Carrières donne le top départ des travaux de construction de la mine d'or de Boungou dans la région de l'Est. L'exploitation de ce site aurifère est assurée par la Fondation Semafo. Les réserves exploitables de cette mine sont estimées à 39 tonnes d'or avec une teneur moyenne de 4,5 grammes par tonne pour une durée de 7 ans. Le coût des travaux s'élève à plus de 131 milliards de francs CFA. On a commencé l'année dernière à faire quelques travaux d'exploration. On a déjà identifié aujourd'hui plus de 750 000 onces d'or additionnelles en ressources, sur lesquelles cette année on travaille déjà pour essayer de faire les forages et les amener en réserve pour le début de l'année prochaine. Premier du genre, dans cette région de l'Est, la mine d'or de Boungou va générer plus de 1200 emplois, dont 735 directs. Elle apportera 166 milliards de francs CFA au budget de l'État avec des retombées considérables pour la population de base. C'est un projet qui est d'envergure et c'est un projet qui va offrir des avantages énormes à divers acteurs qui interviennent ici. Chaque mine a un plan de gestion environnementale et sociale. Et au niveau de Semafo, ce plan d'une qualité exceptionnelle et ce plan a commencé à être mis en œuvre et nous avons bon espoir que le travail qui se fait va se faire dans les normes requises. Le premier lingot d'or de ce site est attendu au 2e semestre de l'année 2018. Alors, notre invité du jour est le directeur général de l'ONEA, Arba Gilles Ouedraogo. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, en fin février, sur ce même plateau du 13h, l'ONEA promettait la fin des coupures d'eau à Ouagadougou pour le 1er avril. Nous sommes aujourd'hui 1er avril. Cette promesse va-t-elle être tenue? Oui, merci beaucoup pour ce rappel. Effectivement, nous avons fait la promesse à toute la population que le 1er avril,
l'eau des Ziga 2 allait être à Ouagadougou et que la souffrance des populations par rapport à la desserte d'eau allait être soulagée. À ce jour, nous pouvons dire que notre pari n'a pas été tenu à 100%. Tout simplement dû à certaines difficultés qu'on a eu à rencontrer, mais dans le fond, l'espoir est permis, étant donné que à ce jour, depuis le 15 mars, la station de traitement est fonctionnelle, donc nous n'avons pas de problème de production d'eau, et même qu'une bonne partie de cette production d'eau a été utilisée pour renforcer la conduite existante. Donc depuis le 22 mars, une partie de cette eau est consommée par la population de la ville de Ouagadougou, et une autre grande partie était utilisée pour le curage de la canalisation, la grosse canalisation qui a été posée de Ziga jusqu'à Ouaga de plus de 50 km. Donc à ce jour, pendant la période des 2 semaines, nous avons connu un certain nombre de difficultés d'ordre technique. C'est une nouvelle usine qu'on a mis en fonctionnement. C'est un nouveau réseau qui n'avait pas subi tous les tests nécessaires. Et donc, nous avons fait le curage, les réglages nécessaires et surtout certains essais de pression pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite d'eau sur le réseau. Malheureusement, on a rencontré des fuites d'eau qui ont retardé la mise en fonctionnement de cette canalisation. Mais je disais tantôt que l'espoir est permis, parce que ce matin même, avec les plus hautes autorités, le ministre de l'eau et de l'assainissement, en présence de toute l'équipe ministérielle, on était sur le terrain et on a fait jaillir l'eau à l'entrée de Ouaga, c'est-à-dire à notre dernière station de dispatching de l'eau. L'eau est arrivée, mais nous avons dit encore qu'il est nécessaire de communiquer avec la population pour dire que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans la souffrance, mais que dans les jours à venir, la situation va progressivement s'améliorer. Alors, ce retard est dû uniquement donc, à ces fuites d'eau dont vous venez de parler, ou bien il y a d'autres difficultés liées à cela? Non, c'est essentiellement lié à la pause du réseau et surtout à ces fuites qui nous a amené à reprendre les tronçons dans l'exécution pour rendre le réseau plus étanche. Donc c'est ça essentiellement la difficulté. Donc à ce jour, cette difficulté est vaincue et ce que nous avons également pendant les 2 semaines, comme je dis, c'est une nouvelle usine, donc on était obligé de faire tous les tests pour s'assurer de la qualité de l'eau. Et donc progressivement, au cours des jours à venir, nous allons maintenant lancer l'eau dans le réseau. Donc ce sera progressivement que la population va commencer à sentir. Nous espérions à l'époque que dans les 2 semaines, on allait déjà lancer cette eau. Oui. Donc comme on n'a pas pu lancer cette eau pendant ces 2 semaines en direction des habitants, ça veut dire que le processus maintenant va commencer à partir. Alors les gens qui nous regardent veulent peut-être des dates avec précision pour peut-être se préparer, parce que la situation est un peu difficile dans certains quartiers. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une date, une nouvelle échéance à quand la fin donc, des coupures de façon définitive à Ouagadougou? Oui, ça c'est la question fondamentale. À quand la population entière, ce n'est pas une certaine partie de la population, parce qu'aujourd'hui il y a une partie surtout au niveau des centres, qui ne connaissent pas du tout cette pénurie. Nous disons que nous avons peur de plus en plus, compte tenu vraiment des préoccupations de la population, de donner une date précise. Ce que nous sommes sûrs, c'est que dans la semaine à venir, nous allons commencer le processus et que normalement, la semaine encore qui va venir, nous sommes presque sûrs que la population doit avoir l'eau. Nous sommes dans un processus. Aujourd'hui, le 1er avril, nous n'avons pas atteint les résultats escomptés. Donc, dire d'ici 2 semaines, le 15 avril, on aura l'eau de façon certaine. Bon, s'il y a encore un autre problème, la communication va être difficile à rattraper. Mais nous sommes certains que dans les 2 semaines à venir, en tout cas, normalement, la population sera satisfaite et de façon entière. D'accord. Alors, en attendant donc
l'arrivée définitive de l'eau, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour satisfaire les populations qui sont en manque d'eau? Oui, il y a des dispositions qui sont prises. D'abord, il y a la distribution alternée qui permet à ceux qui ont à tous les quartiers d'avoir l'eau au moins dans la journée. Donc, c'est un dispositif fonctionnel qui fonctionne et nous interpellons chaque fois la population que lorsqu'il y a de l'eau qui arrive, de faire des stocks. Parce que lorsque l'eau, après 12 heures, on bascule dans une autre zone, ça peut mettre plus de 12 heures avant que le circuit se reboucle à leur niveau. Donc nous les demandons chaque fois, s'il y a de l'eau, faites des stocks. Il y a également des forages qui ont été exécutés, additionnels. Certains sont déjà en fonction, près d'une centaine de forages. Il y a des citernes qui distribuent dans la ville de l'eau. Et nous interpellons également au niveau des communes où il semble que les citernes ne sont pas visibles, d'attirer notre attention parce que nous avons loué une bonne quantité de citernes qui distribuent gratuitement l'eau dans les périphéries pour un peu soulager la population. Nous comprenons vraiment que la population est dans une grande difficulté et nous ne ménageons aucun effort. Jour et nuit, nous travaillons à surmonter cette difficulté et à faire en sorte que dans les semaines à venir, vraiment la population soit définitivement soulagée. Ok, merci à vous, monsieur le directeur général de l'ONEA, monsieur Arba Gilles Ouedraogo, d'être venu sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci. Alors, la suite du journal, la première session du cadre sectoriel de dialogue production agro-silvopastorale s'est tenue dans la capitale burkinabé. Elle a permis au ministère de l'Agriculture et à ses partenaires techniques et financiers d'évaluer les activités réalisées en 2016 et d'élaborer le plan d'action pour 2017. Amado Ilboudo, Nathalie Savadoro. Les acteurs de la production agro-silvopastorale échangent ici à Ouagadougou. Ensemble, ils veulent valider le rapport 2016 de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS dans le 10 secteurs et envisager l'avenir. Au bilan final, nous sommes quand même satisfaits de voir que tous les différents ministères, tous les acteurs, aussi bien au niveau étatique comme non étatique, tout le monde a fait un effort pour que nous ayons des résultats à la satisfaction des uns et des autres, mais aussi dire honnêtement, à la mise en œuvre du PNDS, nous sommes un secteur qui peut dire nous avons apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une petite contribution au développement de ce pays en 2016. Pour le ministre en charge de l'agriculture, une année d'expérience est déjà acquise et il faut poursuivre avec plus de professionnalisme les prévisions de 2017 dans le PNDS. Les acteurs engagés dans la mise en œuvre du projet Fonds pour la promotion de la filière petits ruminants ont eu une séance de travail ce 30 mars au centre des travaux, la validation de l'étude d'analyse de la chaîne de valeur des petits ruminants. Des détails avec Adama Guiti et Kadissa Nogo. Au Burkina Faso, l'élevage occupe plus de 80% des ménages ruraux. 38,8% des revenus monétaires de ces ménages proviennent de cette activité. Cet atelier de validation sur la chaîne de valeur des petits ruminants s'inscrit dans le cadre du projet Fonds pour la promotion de la filière petits ruminants, un projet initié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec le soutien financier de la Fondation Bill and Melinda Gates. L'intérêt, c'est de regarder la place qu'occupe la filière petits ruminants dans l'économie à la base familiale et beaucoup plus largement au niveau national. Regarder le rôle que les petits ruminants jouent dans la lutte contre la pauvreté, surtout la pauvreté rurale, comment ça peut renforcer la résilience des populations, comment les petits ruminants peuvent participer à l'amélioration de la sécurité alimentaire de tout le Burkina Faso. D'un coût global de 600 millions de francs CFA, ce projet est mis en œuvre dans 2 pays africains, à savoir l'Éthiopie et le Burkina. Il y a des options qui sont prévues, les options de développement de la filière petits ruminants qui sont indiquées, proposées. Et ils vont donc valider ces options-là et voir la suite
qui serait que de proposer des projets pilotes. D'une durée de 15 mois, ce projet vise à terme à appuyer les gouvernements et les investisseurs privés des deux pays à avoir des plans détaillés pour les investissements dans la transformation de la filière petits ruminants avec un accent sur les exploitations agricoles familiales. Après 80 ans d'action en faveur des enfants vulnérables, l'ONG Plan International a marqué une halte ce 30 mars pour commémorer ses 4 décennies d'existence. À l'occasion, l'ONG a dressé le bilan de ses interventions. Ce sont plus de 41 000 enfants en situation difficile qui ont bénéficié du soutien de l'organisation au Burkina. Isaka Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Plan International souffle ses 80 bougies, 80 années de philanthropie. Et au Burkina Faso, ce sont de multiples actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative, de la santé, de l'accès à l'eau potable, mais aussi et surtout de la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme. Tant que la question des droits des filles ne sera pas réglée, il nous sera difficile de réaliser les droits des enfants. Si Plan International n'existait pas, il fallait créer cette ONG. Au Burkina Faso, ce sont 41 000 enfants vulnérables et leurs communautés qui bénéficient des actions de Plan International. Pour les années à venir, promesse est faite ici à cet anniversaire de redoubler d'efforts pour plus d'épanouissement. La lutte va continuer de plus belle avec tout ce qui se passe dans le monde, sur le continent, dans nos pays et à nos portes. Nous célébrons les 80 ans de Plan International au moment où l'organisation opère beaucoup de changements en son sein et dans sa manière de travailler. Et selon la ministre en charge de l'action sociale, Plan Burkina sera encore sollicité dans les nouvelles politiques de son département. Et cela tombe bien, puisque Plan Burkina entend travailler à l'autonomisation d'au moins 6 millions de filles d'ici à 2022. L'augmentation du prix du pain a fait des gorges chaudes ces derniers temps pour soulager les consommateurs qui font face à une vie de plus en plus chère. Un promoteur de boulangerie à Bobo-Dioulasso a décidé de faire du social en baissant le prix de la baguette de pain à 100 francs CFA. Hassan Gouragou et Carole Tougouma sont allés à sa rencontre. L'augmentation du prix du pain a défrayé la chronique. Une situation bien difficile pour bon nombre de consommateurs. Pour venir en aide à la population, une boulangerie de la place a décidé de passer du lucratif au social en vendant son pain à un prix défiant toute concurrence. Nous avons mis en place cette stratégie pour soulager le consommateur en ce temps de vie chère. Il est inadmissible que le Burkinabé moyen ne puisse pas se procurer une miche de pain. Ici, le pain coûte seulement 100 francs. Dans l'avenir, nous allons envisager vendre du poisson également à 50 francs CFA, comme nous sommes en avril là-haut. Ça fera de gros poissons d'avril. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un poisson d'avril. Plaisanterie faite chaque 1er avril, elle trouve son origine depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. L'origine est un peu obscure. Avant, dans le temps était rythmé. Le temps était rythmé. Et on avait plusieurs, plusieurs débuts d'année. C'était pour éviter peut-être que chacun ait dans telle région son début d'année. Voilà que, le pape Alexandre XIII, je crois, avait dû décréter pratiquement une date particulière pour le début de l'année qui coïncidait au 1er janvier. Les gens s'en sont mis un peu difficilement. Mais avant que cette décision pontificale ne prenne tout l'univers, tout le monde entier, il y avait toujours des gens qui fêtaient toujours leur début d'année en avril. Alors, quand ils se rendaient compte de ça, on leur disait, mais comme on vous a posé un lapin, on vous a posé un poisson, quoi. Voilà, tout simplement, pour rigoler avec eux. Ainsi naquit l'idée de faire de petites blagues ce jour-là. C'était un jour de canular. Un jour, on se faisait des petites plaisanteries.
avec des poissons, généralement pour ceux qui ont des poissons, pour ceux qui étaient sur les bateaux, c'était avec un poisson pourri qu'on mettait sur leur habit. Et puis bon, plus le poisson il sentait, plus le gars il était incommodé et puis il se rendait compte qu'on lui avait fait un canular derrière, quoi. Encore appelé jour des fous ou jour des mensonges, la tradition du poisson d'avril s'est répandue à travers le monde. Le 1er avril est donc un jour de plaisanterie, mais de plaisanterie de bon goût, faite à des amis ou par les médias. Le FAMA, le Faso Music Award édition 2017, s'est tenu hier au Sénasa. 16 prix ont été décernés au cours de cette cérémonie de récompense des artistes musiciens burkinabés et de la diaspora. Emilo, le chanceux, a été le plus chanceux, mais surtout le plus talentueux. Il a remporté le tube de l'année 2017, Isaka Kafando, Dramandadian. Faso Music Award, 4e édition. Cette année, ils sont 16 artistes musiciens et bien d'autres acteurs du monde culturel burkinabé à être primés au cours de cette cérémonie. Le prix du tube de l'année 2017 est revenu à Emilo le Chanceux, le concepteur de Attraper. C'est franchement une satisfaction et nous remercions les fans parce que c'est grâce aux fans que ce prix a été obtenu. Donc nous remercions les fans, nous remercions aussi les organisateurs qui ont bien voulu organiser cette cérémonie de distinction. Le FAMA, c'est aussi des prestations d'artistes musiciens burkinabés et de la diaspora. Une tribune de promotion et de valorisation de la culture burkinabé. La musique burkinabé avance très bien. Vous avez des artistes aujourd'hui qui font le tour du monde. Longtemps on disait qu'au Burkina on ne fait pas de bonne musique, mais aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des artistes talentueux donc, au Burkina Faso. Et je crois que nous sommes fiers et nous sommes en train d'accompagner modestement la musique burkinabé dans son évolution. En termes de perspective, c'est beaucoup plus de maturité, une soirée bien organisée, une soirée aussi qui peut contribuer évidemment donc, au développement de la filière musique au Burkina Faso. De la musique avant toute chose, telle est la devise du Faso Music Award. Et son promoteur entend s'aimer davantage la graine de l'excellence dans le milieu culturel. À l'étranger, le Congrès du Paraguay a été saccagé par des manifestants en colère. Ils y ont mis le feu après le vote des sénateurs d'un projet d'amendement de la Constitution permettant au président d'être réélu. Le Parlement du Paraguay en proie aux flammes. Des manifestants l'ont violemment occupé en réaction au vote par les sénateurs d'un projet d'amendement de la Constitution permettant au président d'être réélu. Au cri de plus jamais de dictature, des centaines d'opposants ont fait irruption à l'intérieur du Congrès après avoir cassé des portes, des palissades et des baies vitrées. Ils ont saccagé les bureaux des sénateurs favorables à l'amendement avant de provoquer des débuts d'incendie. Des affrontements ont eu lieu avec la police, faisant une trentaine de blessés. Une majorité de 25 sénateurs sur 45 ont voté l'amendement lors d'une session spéciale qui s'est tenue dans les bureaux du Sénat, la salle de l'Assemblée plénière étant occupée par les sénateurs opposés à la réforme. Rien ne s'est fait en dehors du cadre légal et constitutionnel. Je vous le répète, la session que nous avons tenue aujourd'hui avec 25 sénateurs s'est faite en respectant parfaitement la réglementation, assure ce sénateur. L'amendement permettrait au président libéral Horacio Cartes, mais aussi à l'ex-président de gauche Fernando Lugo de briguer un nouveau mandat. Le Paraguay reste marqué par les 45 années de dictature du général Stroessner, réélu 7 fois de suite. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes.